Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Comprendre l'épilepsie, l'accepter et mieux vivre avec. C'est le cri de guerre de la Ligue marocaine contre l'épilepsie, une maladie qui touche quelques 400 000 personnes au Maroc, mais qui reste malheureusement assez méconnue et entourée de beaucoup d'idées reçues souvent fausses, responsables d'une grande détresse, de l'isolement et de l'exclusion des personnes atteintes de cette maladie. Autre problème lié à la prise en charge de cette pathologie neurologique chronique, les croyances populaires et les clichés parfois moyenâgeux qui poussent les familles à recourir aux médecines traditionnelles, aux marabouts, parfois même aux exorcistes et autres charlatans. Et justement, pour mieux sensibiliser, pour mieux connaître cette maladie, la Ligue marocaine contre l'épilepsie organise à partir de demain, le vendredi 10 juin et le samedi 11 dans la ville de Dakhla, une formation continue en épileptologie. Il s'agit de la première session maghrébine et africaine destinée aux médecins généralistes, pédiatres et autres spécialistes. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir par Skype depuis Dakhla le professeur Najib Kissani, neurologue et président de la Ligue marocaine contre l'épilepsie. Professeur Kissani, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Médien TV, à tous les auditeurs au Maroc, au Maghreb et en Afrique. Merci professeur. Alors ce n'est pas la première action de sensibilisation que vous menez au sein de la Ligue, mais celle-ci a d'abord la particularité de s'adresser aux médecins, toutes spécialités confondues, bien sûr aux généralistes, mais aussi d'avoir une envergure régionale et continentale. Pourquoi avez-vous choisi cette approche ? Tout d'abord, en fait, cette réunion de formation continue, c'est la première que la Ligue organise dans le Sahara marocain et la première à Dakhla. Et donc, c'est une initiative de la Ligue qui va viser tous les médecins, généralistes, pédiatres et spécialistes. Et donc, ça vise un petit peu à améliorer la prise en charge de cette maladie qui est très, très fréquente et touche presque 1% de la population marocaine. Oui. Et surtout, donc, c'est une maladie qui connaît beaucoup de préjugés, beaucoup de choses inédites, etc. Et elle est sous-diagnostiquée et beaucoup de médecins, en fait, devraient normalement mieux la connaître et mieux la diagnostiquer. Oui. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander, professeur, de nous expliquer ce qu'est l'épilepsie. Comme vous venez de le dire, il y a beaucoup d'idées reçues, d'amalgames, surtout dans des sociétés traditionnelles comme les sociétés maghrébines et africaines. Il y en a qui pensent que c'est un trouble psychique, il y en a même qui pensent que ce sont des personnes possédées par des démons. C'est terrible d'avoir ce genre de réflexe au XXIe siècle. Est-ce que vous rencontrez ce genre de problème ? Est-ce qu'il y a des malades dont la situation se dégrade parce que leurs familles ont recours à ces méthodes? Ils essaient de les exorciser, ils essayent des méthodes avec des gens des charlatans, alors que c'est une maladie organique, neurologique. Tout d'abord, la maladie, normalement, l'épilepsie, c'est une maladie organique, c'est une maladie neurologique qui touche le système nerveux central, oui, et surtout la couche, le cortex cérébral. Et donc, c'est une maladie qui connaît beaucoup d'expressions cliniques, et ça peut aller de la simple crise avec phénomène moteur simple, par exemple quelqu'un qui bouge juste une main, ou parfois juste l'hémiface, oui, ou parfois juste un œil, et ça peut aller à une petite absence, ça peut aller à des mouvements très très violents des extrémités, et comme ça peut aller à l'extrême, vers une crise généralisée, ce qu'on appelle les crises tonico-cloniques. Vraiment, c'est les plus graves parce que la personne perd connaissance, elle va faire une chute, se blesser, tomber, après elle va être animée de mouvements violents des 4 membres, après elle va perdre connaissance, elle va mordre sa langue, oui, fuite d'urine et souvent une phase stertorose avec mousse aux lèvres et une confusion post-critique qui peut durer vraiment des heures et la personne vraiment elle est abattue, fatiguée, etc. Oui, Donc, en fait, c'est ça, oui, les principales crises qu'on connaît. Oui. Et normalement, les médecins doivent un peu les connaître, les diagnostiquer. Et c'est des phénomènes qui surviennent par crise, c'est-à-dire un patient qui est tout à fait normal, d'une seconde à l'autre. Donc là, il va commencer à présenter l'une des manifestations suivantes qu'on a, oui, expliquées. Et après, il peut redevenir tout à fait normal. Et après, une deuxième crise pourra survenir
et ainsi de suite. Est-ce qu'on connaît, professeur, les raisons, les causes de l'épilepsie sont une sorte de décharge électrique dans le cerveau, c'est ça? Mais est-ce qu'on connaît les causes? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que ça peut être héréditaire aussi? Je vous entends pas bien. Par rapport aux causes de l'épilepsie, est-ce qu'on en connaît la cause? Est-ce qu'on a une idée sur les causes, les populations qui sont plus exposées ou qui peuvent présenter des cas d'épilepsie? Est-ce que la science connaît quelque chose à ce sujet-là? Si vous parlez en fait des causes d'épilepsie, c'est vrai, il y a énormément de causes. L'épilepsie, normalement, c'est une maladie connue par la répétition des crises d'épilepsie. Et quand c'est une seule crise, on n'a pas le droit de parler d'épilepsie parce que ça, il ne faut pas traiter dans ces cas-là. Et une épilepsie, c'est la chronicité, c'est la répétition des crises. Et c'est là où on parle d'épilepsie qu'il faut traiter, diagnostiquer et traiter. Oui. Et donc, comment on fait le diagnostic? Tout d'abord, on pose les questions au patient. Quand c'est un adulte, quand il est conscient, quand il n'est pas conscient, on demande à l'entourage. Quand c'est un enfant, on pose la question à la famille, aux parents, et ou bien aux écoliers qui étaient avec lui à l'école. Et en fait, ce sont ces informations qui vont nous permettre un petit peu de tirer le maximum de renseignements et de dire, voilà, c'est des phénomènes épileptiques ou pas. Il faut que ça soit stéréotypé, que ça serait fait de la même manière, que ça soit limité dans le temps, sauf, comme on avait dit, pour les crises généralisées, où il y a une confusion post-critique. Et après, quand on a une hypothèse diagnostique d'épilepsie, le premier examen demandé, c'est l'électroencéphalogramme. En fait, c'est l'enregistrement électrique de l'activité du cerveau. Et c'est vraiment l'examen clé qui nous montre presque dans un tiers à presque 3/4 des cas des anomalies épileptiques. Et c'est vraiment qui aide le spécialiste à poser le diagnostic. Et quand on veut chercher la cause, c'est plutôt l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Donc c'est l'examen de choix qui permet de mieux analyser le cerveau de la personne et de dire est-ce que c'est une tumeur, un AVC, une encéphalique, un problème métabolique ou autre. On a parlé tout à l'heure, professeur, des croyances populaires. Vous, dans votre pratique quotidienne, les neurologues, est-ce que vous faites face à ces croyances populaires des gens qui tardent à venir à ramener leurs enfants ou leurs frères ou un membre de la famille parce qu'ils croient que c'est de l'hystérie ou parce qu'ils croient qu'il est possédé ou bien victime de sorcellerie? Est-ce que vous en rencontrez beaucoup des cas comme ça au Maroc? Oui, en fait, c'est pour la famille. La famille, normalement, ils ont un grand rôle à jouer, c'est-à-dire il faut un petit peu accompagner le patient, il faut être à côté. C'est vrai, il y a des enfants ou des adultes qui font beaucoup de crises, donc il ne faut pas les laisser seuls. Il y a des activités que une personne, bien sûr, qui est bien contrôlée sous traitement, elle a le droit de vivre sa vie tout à fait normalement. Mais quand ce n'est pas le cas, normalement, il faut faire attention. Par exemple, à la conduite de voiture, la personne ne pourra pas sortir seule, il faut qu'elle soit accompagnée. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut bien diagnostiquer et bien traiter, parce qu'une personne non traitée, elle a toujours le risque de faire des crises. Et on sait qu'une crise, elle peut être parfois très, très grave. Elle peut, en fait, causer une chute, une blessure, un traumatisme grave. Il y a même des crises qui peuvent causer le décès, une chute grave, ou bien l'état de mal épileptique. C'est en fait des crises non-stop qui se répètent, ou bien parfois c'est la cause de l'épilepsie qui est tellement grave. Il y a d'autres causes en fait qui peuvent compromettre la vie du patient. Donc c'est pour ça qu'il est impératif que le patient soit bien diagnostiqué et bien traité. Et normalement, il faut appeler au neurologue, le médecin qui est spécialiste de l'épilepsie. Et aussi parfois au neuropédiatre, bien sûr, quand c'est des cas qui touchent l'enfant. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de neuropédiatres au Maroc. Et souvent, c'est des neurologues, en fait, qui vont traiter ces patients-là. Ou parfois, c'est des pédiatres. Donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur cette formation de pédiatre et de généraliste. On entend souvent que les personnes atteintes d'épilepsie développent parfois, à côté de l'épilepsie, des maladies, des pathologies psychiques. Est-ce que c'est vrai? Il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de problèmes en fait, qui entourent cette maladie. Et il y a aussi les pratiques traditionnelles, malheureusement très répandues chez nous.
au Maroc et souvent les gens ont affaire aux charlatans. Oui. Le charlatanisme est très très répandu. D'ailleurs, on a fait des études à Casa en 99 et à Marrakech en 2002. On a trouvé que ça peut aller jusqu'à 74%, on a trouvé à Marrakech, et de l'ordre de 55-60% à Casablanca. C'est-à-dire un patient, une fois il fait une crise, il a recours tout d'abord à un charlatan, un frère. Il y a les mausolées, les visites de marabouts, etc. Donc ça aussi, c'est un très très grand fléau au Maroc qu'il faut combattre, parce que ça fait retarder le diagnostic et ça complique la situation de beaucoup de patients. Ça aggrave la maladie. Vous avez dit, professeur, tout à l'heure que l'épilepsie, c'est 1% de la population, c'est 400 000 cas au Maroc. Qu'en est-il de la prise en charge de cette maladie au Maroc? Comment jugez-vous la prise en charge d'abord au Maroc, puis de façon plus large au Maghreb et en Afrique? On peut parler de problèmes de santé publique. Là, je vous entends pas bien, il y a un bruit de fond. Oui, je parlais de la prise en charge, professeur, de la maladie au Maroc. Il y a 400 000 cas à peu près. La prévalence, c'est de 1%. Comment jugez-vous la prise en charge de l'épilepsie au Maroc, que ce soit dans le secteur public ou privé? Je n'entends pas très bien, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise? C'est bien ça la question. Donc, en fait, en cas de crise, la première des choses, bien sûr, il faut toujours être à côté du patient. Il faut l'accompagner dans sa chute, bien sûr, il ne faut pas le laisser tomber, sinon il est inconscient. Il peut se traumatiser, se fracturer la face. Il faut tout d'abord le mettre juste après sur le côté latéral, à gauche ou à droite. Plier par exemple un genou. Et comme ça, ceci permettra de mieux respirer. Et on a eu beaucoup de cas qui ont été sauvés grâce à cette position-là. Et aussi, il faut éviter que la personne soit sur son ventre ou bien sur son dos, parce que là, avec la mousse solaire qu'elle a, avec les sécrétions, elle peut les inhaler et elle peut s'asphyxier dans ces cas-là. Donc, ça pourrait être vraiment fatal pour le patient. D'ailleurs, on a perdu quelques patients tout simplement grâce au manque de ces conseils qui n'ont pas été appliqués au lieu de l'accident et de la crise. Et juste après, bien sûr, il faut calculer le temps et il faut bien sûr chercher dans les papiers de la personne. Comme ça, il y a un téléphone, le téléphone du médecin de la famille, et il faut calculer le temps. Si ça dépasse 5 minutes, en général, moins de 5 minutes, il n'y a pas de risque. La personne va se réveiller, va retrouver sa connaissance. Après 5 minutes, c'est là où il y a le risque. Et ça peut être un état de mal. Et c'est là où il faut appeler les secours ou le sapeur-pompier afin d'emmener le patient à la clinique ou à l'hôpital. Professeur Kissani, une question qui revient souvent, l'épilepsie. Est-ce qu'on peut en guérir ou s'agit-il principalement de traitements pour stabiliser la maladie plus qu'autre chose? Est-ce qu'on peut guérir de l'épilepsie? Donc tout d'abord, l'épilepsie, c'est une maladie qui est chronique. Donc elle est chronique et handicapante. C'est vrai, il y a quelques cas où on peut en guérir. Donc c'est une minorité. Ça peut aller en fait de 20 à 30%, mais les autres cas, c'est une maladie chronique. Donc la personne doit vivre toute sa vie avec l'épilepsie. Et il y a des formes malheureusement qui sont résistantes au traitement. Et donc, c'est des formes où il faut aller jusqu'à la chirurgie. Est-ce que la chirurgie fonctionne, la chirurgie neurologique, est-ce qu'elle est efficace dans toutes les formes d'épilepsie ou il y a des formes d'épilepsie où la chirurgie n'est pas une solution? Normalement, la chirurgie, déjà le traitement médical, bien sûr, tout d'abord les conseils d'hygiène de vie. Et le traitement médical, vraiment, c'est la base, c'est 70 à 80% de très très bons résultats, c'est-à-dire de rémission totale. Et la chirurgie, normalement, elle vient un peu régler le problème des 20 à 30% restants. Et là, il y a 3 types de chirurgie. Il y a ce qu'on appelle la chirurgie lésionnelle. Par exemple, un malade qui a une tumeur, une lésion, un hématome, il faut enlever la cause et parfois l'épilepsie est jugulée. On appelle la chirurgie lésionnelle. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle la chirurgie palliative. Ça veut dire que dans le cerveau, il y a tellement de décharges électriques qui diffusent dans les différents sens. Et le fait de couper certaines structures du cerveau qui empêchent la dissémination de ces décharges, ça va permettre un petit peu d'améliorer la situation. Et parfois même de faire régresser manifestement les crises. Et le troisième type, c'est ce qu'on appelle la chirurgie sélective ou réglée. Et donc, c'est en fait
on n'a pas de lésion, mais on a un foyer documenté par l'électroencéphalographie. Oui. Et le fait de l'enlever, parfois aussi, ça permet de régler le problème. Oui. On entend souvent dire que les malades, les personnes atteintes d'épilepsie peuvent développer, à côté de l'épilepsie, des troubles psychiques. Est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement, l'épilepsie, bien sûr, déjà le fait de ne pas arrêter les crises, de laisser le malade criser, comme on dit, de ne pas stopper la maladie ou les crises, déjà ça en lui-même, c'est préjudiciable pour le cerveau. Ça veut dire que ça va créer des lésions dans le cerveau, et c'est ce qu'on appelle l'épileptogénèse secondaire, c'est-à-dire un même foyer, on laisse faire des crises plusieurs fois, le foyer va s'aggraver et parfois il y a un handicap, où il y a des troubles psychiatriques, il y a parfois des états de dépression, de troubles cognitifs importants et parfois de retard intellectuel et qui sont parfois du plus à la chronicité, à la fréquence des crises qu'à la maladie d'origine elle-même. Oui. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, il faut toujours ne pas retarder le traitement, le diagnostic. Et c'est pour ça d'ailleurs le rôle de ces formations qu'on fait, parce qu'il n'y a pas que le neurologue qui est normalement la pierre angulaire de la prise en charge du traitement, mais on insiste aussi sur les pédiatres et surtout sur les généralistes qui sont les plus nombreux et les plus répandus sur le plan national. Déjà, pour détecter la maladie à un stade avancé, vous aviez dit, professeur, qu'au Maroc, il y aurait quelques 400 000 cas, une prévalence de 1%. Comment qu'en est-il de la prise en charge de la maladie au Maroc, que ce soit dans les structures privées ou publiques, au Maroc de façon particulière, et puis au niveau régional et continental, puisque vous vous adressez dans cette session de formation aux pays du Maghreb, il y a des participants de plusieurs pays d'Afrique aussi. La prise en charge, est-ce qu'on est très en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs en Occident, ou est-ce qu'on est un peu dans les normes? Non, je pense au Maroc, le problème au Maroc dont on souffre, c'est les disparités. Donc, si vous allez à Casa, Marrakech, Rabat, dans les CHU, les grandes cliniques, vraiment, je dirais, c'est le niveau européen ou américain. Mais malheureusement, en dehors de ça, les hôpitaux périphériques, même les petites villes, ou même les grandes villes où il n'y a pas de CHU, et encore plus dans le monde rural ou les campagnes, ben là, c'est comme si, en fait, on est à l'extrême. Donc, c'est ça le problème qu'on a au Maroc. J'espère que le ministère de la Santé va essayer un petit peu de balancer, comme on dit, entre le niveau très développé dans certaines structures universitaires et privés, et ce qui est vraiment très très en retard dans le monde rural où il n'y a pas de spécialistes, où parfois les spécialistes ils travaillent, mais le maximum du temps ils sont pas là parce qu'ils habitent dans la grande ville à côté, et ça aussi ça crée un grand problème, et aussi un grand manque de ressources. Déjà en fait on est au-dessous des références en termes de spécialistes par nombre d'habitants. Au Maroc, mais quand même au Maroc, on est quand même nettement mieux que beaucoup de pays subsahariens. Et d'ailleurs, on avait publié un article sur le nombre de neurologues en Afrique. Et il faut savoir que dans les 54 pays africains, on a presque 6 à 7 où il n'y a aucun neurologue. Je citerai juste le Soudan du Sud, l'Érythrée, la Gambie et d'autres pays. Et donc, comment voulez-vous que la maladie soit prise en charge alors qu'il n'y a pas de spécialistes? Et il y a, par exemple, le premier pays en termes de neurologues, c'est l'Égypte. Et il est suivi après par l'Afrique du Sud, par l'Algérie, et après le Maroc, Tunisie, Nigeria, etc. Et quand même, on a pas mal de choses déjà à mettre à niveau, je dirais. Et le reste aussi, il faut un petit peu faire impliquer les généralistes, parce que quand même, ce sont eux qui sont au devant de la scène. Et surtout, il faut faire une bonne collaboration entre les spécialistes et les généralistes, parce que parfois ce n'est pas le cas. Le malade vient directement chez le spécialiste, le généraliste donc il n'est pas formé, pour lui il ne voit pas beaucoup de cas, et malheureusement c'est lui qui est à côté dans la campagne, les petites villes, etc. Donc ce sont ces médecins-là sur lesquels il faut insister, et c'est à eux normalement de collaborer avec le neurologue qui doit initier le traitement, et pourquoi pas ne pas faire revenir les malades simples, les cas simples, aux généralistes, et des cas difficiles bien sûr. Il faut qu'il reste avec le neurologue. Au niveau de la technologie, professeur, au niveau des machines, parce que vous avez dit que l'électroencéphalogramme reste le moyen de diagnostiquer, d'avoir un vrai diagnostic. Il y a des gens qui croient que c'est le scanner, avec un scanner cérébral, on peut détecter la maladie. Est-ce qu'un scanner cérébral, on peut détecter une épilepsie où il faut absolument un encéphalo...
encéphalogramme. Encéphalogramme, absolument. Oui, en fait, je pense que là, il faut séparer ce qu'on fait à visée diagnostique, c'est-à-dire pour porter un diagnostic d'épilepsie. Ben, ça, c'est la clinique, c'est-à-dire c'est les questions qu'on pose. C'est un peu l'examen. L'examen est souvent pauvre. Et après, c'est l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire c'est l'enregistrement électrique de l'activité cérébrale. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est examen qui essaye de chercher la cause de cette épilepsie, c'est-à-dire l'étiologie. Et donc, c'est là où l'IRM et pas le scanner. En fait, le scanner, je dirais, c'est comme si vous comparez la machine à écrire avec un PC. Oui. Ben, le scanner est dépassé parce qu'avant, quand il n'y avait pas l'IRM, il aidait dans des situations surtout d'urgence comme un post-traumatique, un problème d'AVC, d'hémorragie. Parfois, il peut aider, mais en dehors de ça, dans la majorité des autres cas, il est vraiment très, très insuffisant. Et normalement, les médecins doivent l'oublier si le malade a les moyens, le patient a les moyens ou il est dans un CHU, une clinique, il faut faire directement l'IRM. Parce qu'il y a beaucoup de cas où on fait le scanner et après on fait encore l'IRM, qui est un gaspillage d'examen et une irradiation. On sait que le scanner, c'est des rayons X. L'IRM, il n'y a que du champ magnétique, donc il n'y a aucun risque, sauf les gens qui portent du matériel métallique sur eux. Et donc, en fait, en termes de recherche d'étiologie, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique qu'il faut demander. Et alors, malheureusement, on continue à avoir des gens qui demandent parfois même la radio de crâne. C'est ça. Il n'a aucun sens. Radio de crâne, c'est un peu la préhistoire, je dirais. Et on continue à voir, même en 2022, des patients qui viennent avec beaucoup de jets, avec une radio de crâne, un scanner. Et il y a aussi d'autres examens. On a la vidéo-G dans les CHU, c'est-à-dire les grands hôpitaux, à Marrakech, à Casa, à Rabat, à Fès, etc. Donc, la vidéo-EEG, c'est un examen EEG, électroencéphalogramme, mais accompagné d'un enregistrement vidéo. Parce qu'en fait, si on voit la crise et si en même temps on voit l'expression électrique de la décharge au niveau du cerveau, vraiment, ça nous donne le diagnostic exact. Mais il y a d'autres examens poussés qu'on a au Maroc actuellement. Par exemple, l'imagerie fonctionnelle et bien sûr le PET, le SPECT, etc., qu'on arrive à faire à Casa, Rabat, à Marrakech, je ne sais pas, à Fès peut-être aussi ça a démarré. Et vraiment, c'est ce qu'on appelle l'imagerie métabolique ou fonctionnelle. Alors, c'est-à-dire le GC, le signal électrique pour dire qu'il y a une décharge électrique au diagnostic. L'IRM, c'est la cause. Donc, ça nous montre la morphologie. Qu'est-ce qu'il y a une tumeur, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et l'examen fonctionnel, ça nous montre le métabolisme, c'est-à-dire une zone où il y a la crise, elle va avoir un hypermétabolisme. Et en dehors de la crise, ça va être un hypométabolisme. Et par exemple, là, ça va beaucoup aider dans le cadre du bilan préchirurgical. Alors, pour finir cet entretien, professeur, je voudrais rappeler que vous avez, la Ligue, vous avez mis en place une plateforme dédiée à l'assistance, l'accompagnement et la sensibilisation. Elle est consultable sur le site épilepsie-maroc.org. Et je crois qu'il y a aussi un numéro vert. Et les familles qui sont concernées ou qui ont besoin d'aide ou de conseils peuvent la consulter ou peuvent appeler le numéro vert. Ils peuvent aller sur la plateforme, c'est ça? Oui, tout à fait, effectivement. Là, on est en train de travailler parce que c'est vrai, il y a des gens qui assistent à ces formations. D'ailleurs, ça aussi, c'est un programme que la Ligue a démarré. Elle a programmé donc il y a 4 ou 6 mois. Et normalement, on va essayer de couvrir les 12 régions du Maroc. On a commencé par Dakhla et Laayoune, mais après, ça sera Marrakech, ça sera les autres régions. Et je rassure tous les collègues, neurologues et même les généralistes, pédiatres, etc., qu'on va venir dans les différentes régions, bien sûr la capitale de chaque région, afin d'essayer un peu de toucher au maximum. Donc ça, d'une part. D'autre part, vous avez parlé de la plateforme épilepsie-maroc.org. Donc en fait, c'est une plateforme qu'on a démarrée il y a une année et qu'on est en train de développer. D'ailleurs, on va même faire un petit forum de discussion avec les patients et surtout avec les médecins parce que notre rôle, nous, c'est plutôt la formation des médecins spécialistes généralistes. Et il y a aussi beaucoup de vidéos et aussi, on peut aussi faire appel à des donations, etc. Parce qu'on sait que l'épilepsie, ça coûte un peu cher. C'est vrai, il y a des traitements qui coûtent pas cher, mais actuellement, il y a des formes, par exemple, où les traitements, soit ils sont très chers, soit ils sont même pas disponibles chez nous au Maroc. Comme par exemple le Vigabatrin, le Sabril ou d'autres, et qui sont parfois les seuls efficaces devant certaines formes de crise
comme le syndrome de West de l'enfant, de Lennox-Gastaut, etc. Et vraiment, quand on les essaie chez ces enfants-là, vraiment, c'est une bénédiction du bon Dieu, comme d'ailleurs l'appellent les parents. Quelqu'un vraiment qui fait des dizaines de crises toute la journée, toute la famille est affolée. Et après, on commence par 1, 2 sachets. Et après, il n'y a plus rien, plus de crises. Ça diminue la fréquence des malheureusement, crises. ces produits, on ne les a pas encore, donc on espère que le ministère va nous écouter et va nous aider à les faire introduire. Merci beaucoup, professeur Najib Kissani, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes neurologue et président de la Ligue marocaine de lutte contre l'épilepsie. Merci, professeur. Merci beaucoup, merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.